Bonjour Monsieur Jean-Ping. Bonjour. Info 241 est heureux de vous recevoir dans sa rubrique phare, l'invité de la rédaction. Merci. Rubrique dans laquelle nous décryptons l'actualité nationale et internationale. Et ici, nous allons passer en revue tous les sujets brûlants. Actualité oblige, vous êtes ici en France pour une tournée internationale. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'objectif de cette tournée internationale? Je passe régulièrement voir la communauté internationale que nous avons sollicitée tous. La communauté internationale est venue observer les élections, a produit des rapports, a préconisé un certain nombre de solutions. Donc, nous venons voir cette communauté internationale, comme je le fais assez régulièrement. Et comme nous avons, dans mon dernière intervention, sollicité la médiation de la communauté internationale, nous avons pensé qu'il était bon de leur expliquer le sens que nous voulons donner à cette médiation. Nous avons indiqué que c'est une médiation qui a deux objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est de reconnaître la vérité des urnes, c'est-à-dire d'affirmer ce que tout le monde sait, que c'est moi qui ai gagné les élections. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que la passation de pouvoir entre l'usurpateur et moi se fasse de manière pacifique, sans trop de risque d'effusion de sang. C'est cette explication-là que je donne un peu partout. Et donc j'ai indiqué dans mon communiqué que je venais en France, que j'allais à Bruxelles, voir l'Union européenne, que j'allais en Allemagne, voir les services de Madame Merkel, que j'irais éventuellement aux États-Unis. Et je repars au Gabon. Et du Gabon, j'irai voir les pays africains. Je ferai une tournée africaine et j'irai aussi voir l'Union africaine. Voilà. Est-ce que vous pensez que cette médiation de la communauté internationale va intervenir très rapidement? Non, c'est la question que nous posons à la communauté internationale. Il faut savoir que nous ne comptons pas que sur la communauté internationale. Nous comptons sur la communauté internationale, comme vous le savez, et la communauté internationale a fait beaucoup pour cela. Mais nous ne comptons pas que sur la communauté internationale. Nous disons la communauté internationale et nous, c'est comme si on utilisait « aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais sur place, nous faisons l'essentiel. L'essentiel se déroule sur place. C'est là-bas, au Gabon, qu'il y a l'action. C'est là-bas, au Gabon, que nous devons chercher une solution interne, également. Vous avez appelé à des sanctions contre le régime de Libreville. Quand on sait que pour la mise en place de ces procédures, notamment des sanctions, ça prend du temps, ne pensez-vous pas que le régime gagnerait à ce que ces procédures tirent en longueur et que ce régime va s'asseoir? Je vous ai dit qu'il n'y a pas qu'une solution externe. Nous n'attendons pas du ciel, l'Union européenne ou la communauté, qu'elle vienne, pendant que nous sommes assis, venir nous délivrer. Nous avons nous-mêmes notre propre stratégie interne. Donc, c'est clair. On peut s'entendre à des sanctions internes au niveau national. Et comment cela se faire, si sanctions il y a? Je crois que la question n'est pas bien posée. Les sanctions viennent de la communauté internationale. Ce sont des sanctions ciblées. Elles sont connues, interdiction de voyager, compte avoir gelé, vos enfants ne peuvent pas venir étudier chez nous, etc., etc. C'est connu. Mais il ne faut pas imaginer que cela suffit pour résoudre le problème que nous avons.
Il faut nous-mêmes, nous travaillons sur place à la recherche des solutions. Il ne faut tout de même pas oublier que il y a eu des centaines de morts au Gabon. Ce sont des Gabonais qui meurent. Ce n'est pas une communauté internationale, ce sont des Gabonais qui meurent tous les jours. Ceux qui sont emprisonnés, ce sont des Gabonais qu'on emprisonne tous les jours. Ceux qui sont torturés, ce sont des Gabonais qu'on torture tous les jours. Vous voyez, ceux qu'on menace, ce sont des Gabonais qu'on menace tous les jours. C'est ça. Est-ce que vous pensez que cette mission d'observation va ouvrir, la Cour pénale internationale va ouvrir une affaire judiciaire autour du Gabon, sachant que le régime aussi vous poursuit dans ce sens? Mais évidemment, nous saisissons toutes les juridictions internationales qui s'occupent des droits de l'homme. La CPI, naturellement, mais aussi la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui siège à Genève, mais aussi d'autres instances internationales qui s'occupent des droits de l'homme. Le Vatican, par exemple. Nous saisissons Amnesty International, nous saisissons Human Rights Watch, nous saisissons tous ceux qui s'occupent des problèmes des droits de l'homme et des violations des droits de l'homme. Alors, à la CPI, nous avons un dossier déposé, complet, sur cette question-là, et nous avons un avocat qui s'en occupe. Et au niveau de la France? Au niveau de la France, je viens de vous dire que nous saisissons aussi les instances françaises. Récemment, un jeune homme qui a eu l'œil percé, on a crevé son œil pendant l'attaque de mon siège. Il est venu ici, il a porté plainte. La plainte n'a pas commencé par ne pas aboutir, et puis voilà maintenant qu'elle aboutit. Il y a une plainte déposée pour crime contre l'humanité. Et la plainte suit son cours. Donc nous saisissons toutes les instances. Nous allons évoquer un peu la situation politique au Gabon. Quel diagnostic faites-vous quasiment plus de 9 mois après cette crise post-électorale? Quel diagnostic faites-vous de la situation politique, sociale et économique gabonaise? Écoutez, le Gabon est aujourd'hui un pays mort. Ce n'est pas une ville morte, mais un pays mort. On ne travaille plus, rien ne bouge. Les entreprises ferment, le chômage est devenu massif. Les écoles ne marchent pas, les hôpitaux ne marchent pas, rien ne marche. Au Gabon, c'est un pays mort. Et n'imaginez pas que c'est arrivé comme ça par la grâce de Dieu. Ça a été organisé. Nous avons indiqué que la première de nos démarches serait de rendre le pays ingouvernable. Le pays est devenu totalement ingouvernable. Voilà, il n'y a plus d'argent. Les députés restent 2 mois sans salaire, les députés PDG. Les sénateurs 2 mois sans salaire. Les gens ne sont pas payés, les entreprises ne sont pas payées. La dette est devenue colossale. Le pays est à l'agonie. Suite à la crise économique, le régime en place évoque les récents appuis du FMI, du Fonds monétaire international, et la Banque mondiale, en disant que ce sont des signaux qui montrent que la santé économique gabonaise reprend de plus belle. Que répondez-vous à ça? Moi, je crois que c'est tout à fait l'inverse. On n'appelle pas le Fonds monétaire et la Banque mondiale quand ça va bien. On les appelle quand ça va mal. Il n'y a pas qu'au Gabon que le Fonds monétaire et la Banque mondiale interviennent. Quand ils interviennent en Grèce, ici, en Europe, c'est que ça va mal. On ne doit pas se réjouir de l'intervention du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, c'est parce que ça va mal. Ça explique ce que je vous ai dit avant, que le pays est à l'agonie.
Maintenant, le Fonds monétaire arrive avec un projet de 3 ans, sur 3 ans, avec des conditionnalités. Bien, d'ici la fin de ce programme, le pouvoir émergent ne sera plus là. L'usurpateur ne sera plus là. Le dictateur ne sera plus là. Plusieurs mois se sont déjà écoulés. On constate que au niveau de la diaspora et sur le plan national, le combat ne faiblit pas. Aujourd'hui, vous revendiquez toujours la victoire à l'élection du 27 août 2016. Comment comptez-vous continuer à garder la flamme auprès des citoyens qui, pour eux, vous rêvent au sommet de l'État? Je vous ai dit tantôt que nous avions un programme, une feuille de route que nous poursuivons. C'est ce programme-là que nous poursuivons, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et nous sommes prêts à entreprendre toutes les démarches nécessaires qu'exige la situation du moment. Un exemple, un simple exemple. Le pouvoir est en train de terroriser la population, d'aller brûler les maisons des leaders, de s'attaquer aux leaders physiquement. Ils organisent la terreur. Mais nous leur disons que la violence entraîne nécessairement une contre-violence, nécessairement une résistance. Donc le pouvoir qui est là, les usurpateurs, le dictateur qui organise la terreur rencontrera forcément une contre-terreur. C'est à eux de décider. S'ils veulent, la terreur qui suscitera forcément de la part de la population une contre-terreur, une contre-résistance. Pour terminer cet entretien, beaucoup de personnes voient l'issue de la crise post-électorale gabonaise comme un contre-exemple dans plusieurs pays africains, parce que plusieurs mois durant, les citoyens continuent à battre le pavé, notamment ici à Paris, pour revendiquer votre victoire. Est-ce que vous pensez que le cas du Gabon fera école dans la sous-région de l'Afrique centrale, quand on sait que c'est une région qui est assez à risque, notamment avec les élections post-électorales au Congo, en RDC? D'abord, nous n'avons pas pour ambition de créer un contre-modèle. Nous n'avons pas pour ambition de nous aliéner nos voisins. Nous souhaitons au contraire que nos voisins nous assistent. Donc l'objectif n'est pas de créer un modèle exportable. L'objectif n'est pas d'essayer par notre action de déstabiliser les pays voisins, bien au contraire. Nous voulons quelque chose pour le Gabon, quelque chose qui marche. Nous voulons entrer dans la modernité. Nous voulons entrer au XXIe siècle. Et c'est ça que nous voulons. Mais que répondez-vous à vos détracteurs qui voient en vous le produit de la France-Afrique? Cette France-Afrique qui est décriée par plusieurs médias français. On a vu encore récemment avec le documentaire hors série de complément d'enquête. Que répondez-vous à ces personnes qui voient en vous un produit de la France-Afrique? Vous ne trouvez pas que c'est assez paradoxal tout ça? L'exemple typique de la France-Afrique, l'exemple emblématique de la France-Afrique, c'est le Gabon. Tous les dirigeants qui se sont succédés depuis 1957 jusqu'à ce jour ont été placés par la France. Tous. C'est l'exemple de la France-Afrique. Que voulez-vous faire de plus face à cela? Nous voulons rompre avec ça. Nous voulons rompre avec ce système-là. Et nous allons rompre avec un système qui consiste à ne pas respecter le vote des Gabonais et à aller chercher ailleurs la solution au problème. Si c'est ça la France-Afrique, pas de problème. Nous disons simplement que ceux qui ont fait ce système ont la responsabilité aussi de le défaire, d'entrer avec nous dans la modernité ensemble. Et nous avons avec l'Europe
des liens géographiques. Je le répète souvent. Nous ne sommes séparés de l'Europe que par le détroit de Gibraltar, 15 km, et par la Méditerranée, un grand lac. On ne choisit pas ses voisins. Nous ne sommes pas au large de la Chine. Nous ne sommes pas au large de l'Inde. Nous ne sommes pas au large de la Russie. Nous ne sommes pas au large des États-Unis. Nous sommes là, collés à l'Europe, par des liens géographiques. Mais nous avons aussi des liens historiques. Nous avons été colonisés par les Européens, par personne d'autre, par les Européens, pour les raisons que je viens de mentionner. Et en ce qui concerne le Gabon, par la France, toujours pour les raisons que je viens de mentionner. Nous avons donc, au plan historique, des relations à la fois bonnes et moins bonnes. Mais nous avons aussi des relations culturelles. En Afrique, on ne parle pas le russe, on ne parle pas le chinois, on ne parle pas l'indien, on parle de langues européennes. Français, portugais, anglais, italien, pour ce qui concerne l'Érythrée, pour ce qui concerne même d'autres régions, même allemand, parce que les Allemands ont eu des colonies, même si elles ont été reprises. Si vous allez en Namibie, vous constatez que réellement les Namibiens sont pleinement dans un système allemand. On ne change pas ces choses parce qu'on veut. À ce sujet, nous avons un nouveau chef d'État français qui est europhile, pour ne pas le citer, Emmanuel Macron. Pensez-vous, on sait aussi le lien qu'entretient le Gabon et la France. Pensez-vous que ce nouveau régime à la tête du pays va contribuer au changement de cette France-Afrique, sachant que tous les chefs d'État français qui sont défilés ont promis la fin de cette France-Afrique sans pouvoir y parvenir? Moi, j'y crois profondément. J'y crois profondément parce que lorsqu'on a écouté Emmanuel Macron dans ses discours avant l'élection, dans ses discours pendant l'élection, dans ses discours après l'élection, on voit que quelque chose est en train de changer. N'oubliez pas que lorsque le vent de l'Est a soufflé et que le mur de Berlin est tombé, Mitterrand a réuni à La Baule une conférence demandant aux États africains de se démocratiser, d'amener le multipartisme. Et nous avons toujours le multipartisme que Mitterrand a organisé. Vous avez entendu quelqu'un dire que Mitterrand a été néocolonialiste ou... Non. Il a fait ce qu'il devait faire et nous bénéficions encore. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout, où les gens ont commencé à revenir en arrière. Nous disons qu'il faut poursuivre ça sans complexe. Votre mot de la fin? Oh, je suis très heureux de m'entretenir avec vous parce que vous êtes maintenant très écoutés en Afrique. Vous faites un travail sérieux, un travail apprécié. Et c'est pour cela que j'ai accepté facilement d'avoir cette émission avec vous. Je crois qu'il faut continuer. Et au peuple gabonais? Ah, au peuple gabonais. Vous savez, le peuple gabonais, c'est lui qui fait tout. Nous avons ici la diaspora qui fait un travail extraordinaire, qui donne l'exemple et qui fait que nous sommes fiers de cette diaspora. Parce qu'elle peut faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Elle peut dire des choses que nous ne pouvons pas dire. Mais n'oubliez jamais que ceux qui meurent sont au Gabon, tous les jours. Ceux qu'on emprisonne, ils sont au Gabon, tous les jours. C'est au Gabon que les gens meurent. C'est au Gabon que les gens sont emprisonnés. C'est au Gabon que les gens sont torturés. Et c'est le Gabon qui délivrera notre peuple de la dictature et de l'usurpateur.